sur l'actualité en ce début de semaine, la convention qui lie désormais les universités du Togo à l'université espagnole de Granada. L'accord a été signé ce matin à Lomé. Les deux institutions mettent dorénavant en synergie leurs expériences et leurs compétences en faveur de la recherche. La situation en Gambie, Banjul attend toujours son nouveau président, Adama Barrow, en stand-by à Dakar. Pendant ce temps, les forces sénégalaises de la CEDEAO sécurisent le palais présidentiel. Enfin, un mot de culture pour votre soirée ce lundi. Je vous amène découvrir sur les terres Tamberma l'initiation du fouet. Nous serons donc en pays Batam Mariba. Ce sera en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous, excellent début de semaine. L'aménagement du territoire pour commencer ce soir. Quelle méthode et quel outil pour réussir l'exercice? Depuis ce matin à Lomé, différents acteurs de la planification planchent sur le sujet. Les conclusions du diagnostic sur le niveau d'élaboration de mise en œuvre des outils de la politique nationale de l'aménagement du territoire sont donc en discussion. Les précisions, Sonia Meneko, Chassimla Mbaga. Les disparités sont saisissantes entre la ville de Lomé, qui concentre à elle seule plus de 80% des infrastructures socio-économiques du pays, et les autres localités. Dans cette répartition spatiale, les zones rurales sont les moins dotées en équipement de base. C'est le constat auquel aboutit le diagnostic sur la politique nationale de l'aménagement du territoire, dont les conclusions sont partagées ici avec les différents acteurs. On note qu'il y a des déséquilibres de localisation des infrastructures, des équipements, des activités, des hommes entre Lomé et le reste du territoire national. Il y a des déséquilibres de développement entre les régions. Et même à l'intérieur de ces régions-là, on constate qu'il y a un niveau de déséquilibre. On constate également que les outils qui devaient permettre un développement harmonieux, équilibré et durable du territoire, ces outils-là sont absents à ce jour. L'analyse de ces conclusions devrait permettre à ces acteurs, membres du comité technique d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, de faire le point sur le niveau de réalisation de cette politique. Ils devront également se mettre à niveau sur les méthodes et outils d'aménagement du territoire. Les structures chargées de l'aménagement du territoire sont en train d'élaborer avec tous les acteurs des échanges pour aboutir à un consensus dans la définition de la localisation des infrastructures sur tout l'étendue du territoire national pour éviter les reprises et les casses qu'on constate de temps à autre. Un secteur passe, 10 ans après l'autre veut passer, il faut casser ce que l'autre a fait. Donc à travers un consensus, on essaie d'arrêter le développement que nous voulons de notre territoire d'ici à 20-30 ans. Les travaux vont porter sur les grands traits caractéristiques et les principaux éléments de lien fonctionnel entre les acteurs, la méthodologie et la simulation d'élaboration des schémas d'aménagement du territoire. Avec la tenue de cette rencontre, le Togo réaffirme son engagement à réduire les disparités régionales et à améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux bénéficient de l'accompagnement technique et financier de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Enseignants, chercheurs, les universités du Togo, désormais les portes de l'université de Granada en Espagne sont grandement ouvertes. Une convention lie dorénavant les deux parties. Les documents ont été signés ce lundi à Lomé. Échange d'expériences et de compétences constitue le fondement de l'accord. Le compte rendu de la cérémonie. C'est le début d'un partenariat académique, scientifique et culturel entre les universités du Togo et celles de Granada en Espagne. Le premier accord est signé entre l'université de Lomé, celle de Granada et la fondation Baobab, et le second entre l'université de Kara et l'université de Granada. Il est question d'établir des liens d'échange d'expériences et de compétences
en vue d'un réel dynamisme dans la formation et la recherche universitaire des deux pays. Au titre de la coopération, nous voudrions mutualiser nos compétences au niveau du personnel administratif et technique et des enseignants, d'où d'ailleurs cette passerelle entre les deux universités. Au titre de la formation, c'est les échanges et les colloques entre les deux universités, sans oublier l'université de Kara. Et au titre de la recherche, donc, des recherches partagées qui seront au service de nos communautés respectives. Les universités publiques du Togo inscrivent ce partenariat non pas dans l'assistanat, mais dans l'assurance des lendemains meilleurs pour les trois universités au cœur de ce partenariat. C'est donc une coopération universitaire qui vient ainsi ouvrir une nouvelle ère dans les relations qui existent entre le Togo et l'Espagne. Nous devons travailler à la recherche, surtout sur le cadre de l'Horizon 2020, c'est le programme de la recherche de l'Union européenne. C'est un programme pour la formation. Je pense que le principal qu'un pays doit être avec ses citoyens, c'est l'éducation. C'est à travers l'éducation on peut améliorer, on peut développer, et c'est pour ça les trois intérêts. Mais l'éducation, pour l'éducation, c'est nécessaire la génération de les connaissances, et la génération, c'est à travers la recherche. Ces conventions prévues pour durer 4 ans pour atteindre leur objectif doivent s'appuyer sur la Fondation Baobab en charge de jouer le rôle de facilitateur. Et pour la circonstance, un centre d'appui à la coopération interuniversitaire a été construit et sert d'espace de travail à la Fondation. Il a fait l'objet de réception officielle ce jour afin de renforcer la coopération universitaire. Restauratrice à l'enseigne Aurore dans son quartier à Kégué, RFA fait partie des 11 lauréats de la soirée de promotion du prix de l'excellence entrepreneuriale. C'était le 13 janvier dernier. Elle a reçu un chèque de 1 million de francs CFA. Qu'est-ce qui vaut cette récompense pour RFA? Eh bien, ce soir, on s'intéresse à elle, à son parcours, à son restaurant. Gros plan signé Robert Portobi avec Lucas. Elle fait partie des 10 lauréats de la 2e édition du concours des meilleurs jeunes entrepreneurs du Togo. Nougbolo Ahefan Aurore est détentrice du bar-restaurant Étoile de l'Aurore de Kégué. Pour elle, tout a commencé le 12 novembre 2014 avec un financement du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège à hauteur de 1 976 000 francs CFA. Quand j'ai fini ma formation, j'ai toujours rêvé d'avoir une structure assez vraiment professionnelle. Aujourd'hui, par l'appui du ministère du Développement à base, le FAEJ, qui m'a octroyé un financement donc, qui m'a permis de mettre au premier abord la structure et maintenant par mes économies, maintenant j'ai bénéficié par mes ventes, j'ai élargi mon champ. Ce financement a impacté positivement sa société. Elle s'est délocalisée de l'espace de Hedjaranawe, finalement exiguë, et les servantes sont passées de 2 à 8. C'est par l'appui de ce fonds aujourd'hui et j'arrive vraiment à m'en sortir. D'abord à payer les employés. Aujourd'hui, nous sommes le staff à 8 personnes, donc je n'arrive plus à dépendre
de mes parents. Les prestations de services ont aussi doublé, contrairement à ses débuts où Nougbolo n'était seulement que dans le service. Kahoro Major, restauratrice, fait partie des premiers bénéficiaires de la formation en cuisine à l'Étoile de l'Aurore. J'ai été formée depuis l'année passée. J'ai fait seulement 1 an. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, moi aussi, je suis devenue une restauratrice. Les clients apprécient bien nos nourritures, ainsi que notre accueil et tout. C'est ma première fois que je mets pied ici. Le plat, c'est propre. La boisson aussi. L'entretien, l'accueil, tout ça, là, c'est bon. Au bar-restaurant L'Étoile de l'Aurore, en plus des boissons locales qui y sont servies, les clients bénéficient des mets typiquement togolais. Je suis venu juste au restaurant L'Étoile de l'Aurore juste pour prendre un bon plat ici parce que ici tout est naturel, très bon. Surtout le produit là, champignons, c'est un produit très bon, très naturel. Après ses études, Nougbolo Aurore a suivi une formation en hôtellerie et s'est spécialisé en cuisine. Son rêve est de créer un groupe hôtelier et employer plus de jeunes togolais. C'est un service créé par décret pour réguler le marché intérieur. On s'intéresse à la direction du commerce intérieur et la concurrence. Quel est précisément son rôle? En quoi consiste son intervention sur le marché? Eh bien, voici les explications avec Honoré Modro et Lucas. Le numéro 99-011 du 28 décembre 1999, la direction du commerce intérieur et de la concurrence protège les intérêts des opérateurs économiques et des consommateurs. Nous contribuons donc à la mise en place d'une réglementation adaptée et des conditions plus favorables pour l'exercice des activités commerciales. Et donc en matière de concurrence, nous luttons contre la fraude et donc nous faisons en sorte que sur le marché, qu'il y ait des produits à des prix raisonnables, des produits de bonne qualité sur le marché. La direction dispose donc des inspecteurs et des contrôleurs de commerce qui sont sur toute l'étendue du territoire, donc dans les 5 régions économiques de notre pays, et qui contrôlent au quotidien pour faire respecter la réglementation. L'une des attributions de la direction du commerce intérieur et de la concurrence DCIC est d'accompagner l'État dans la mise en exécution de sa politique commerciale. La loi de finances 2017 ordonne la réduction de la TVA de 18 à 10% sur les produits de grande consommation. Dès lors, les regards sont tournés vers cette direction pour voir ce qu'elle entend faire pour que cette décision profite réellement aux consommateurs. C'est une décision qui rend service à tout le monde. Donc, chaque acteur doit pouvoir respecter cette décision. Ils ont des anciens stocks. Nous allons travailler avec l'OTR pour accorder un délai pour pouvoir évacuer, donc écouler les stocks anciens. C'est vrai que ce stock a été taxé à 18%, et donc maintenant ramené à 10%, il faudrait quand même que ces stocks s'écoulent. Et donc nous avons, en rapport avec le ministère de l'économie et des finances, fixé un délai raisonnable pour permettre d'écouler ces produits avant d'appliquer véritablement la décision. Au cas où les acteurs ne respectent pas cette décision, nous, en tant que structure de contrôle, avec les inspecteurs et la gendarmerie que nous avons à notre niveau ici, nous allons passer à des sanctions. La réduction de la TVA à 10% consacre la volonté du gouvernement togolais d'assurer le bien-être social des populations et de lutter efficacement contre la vie chère. Il est 21h12, la suite de cette édition. Depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des informations qui font état de l'émission de billets de 10 000, de 100 000. Nous recevons à propos justement de ces informations, monsieur le directeur
général, le directeur national de la BCE pour le Togo, M. Kossi, était-nous sur le plateau avec nous. Bonsoir, M. le directeur. Bonsoir. Depuis quelques jours, donc, circulent des informations sur les réseaux sociaux, informations selon lesquelles des billets de 10 000, de 5 000 ne devraient pas être acceptés par les populations. Alors, que pouvez-vous dire ce soir à propos exactement de ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Je voudrais sincèrement vous dire merci pour l'opportunité qui m'a donné d'intervenir sur ce sujet. Comme vous le savez, la Banque centrale, c'est l'institut d'émission de 8 pays. Et la Banque centrale a en charge l'émission de billets et pièces. Et pour toutes ces billets qui sont, les pièces qui sont fabriquées par la Banque centrale et mises en circulation, nous veillons à ce qu'il y ait une bonne information du public là-dessus. Mais ces derniers jours, nous avons noté qu'il y a des informations frauduleuses attribuées à la Banque centrale qui circulent sur les réseaux sociaux. Informations selon lesquelles il y aurait certains billets de 10 000 et de 5 000 qui porteraient certains numéros de série et qui auraient des dimensions différentes et qui ne devraient pas faire l'objet de transactions. Et le problème, c'est que l'information qui circule est attribuée à la Banque centrale et nous voulons vraiment porter à la connaissance du public que ces informations sont frauduleuses et n'émanent nullement de la Banque centrale. La gamme de billets disponible actuellement dans l'ensemble des 8 pays, qui commence par les billets de 500, de 1000, 2000, 5000 et 10 000, reste valable. Et la Banque centrale n'a apporté à ce jour aucune modification à la gamme de billets qui circulent dans les 8 pays de 8 mois. En clair, monsieur le directeur, vous n'êtes pas l'auteur de ce message qui circule sur les réseaux sociaux. Effectivement, la Banque centrale n'est pas l'auteur de ces messages que nous considérons comme messages frauduleux. Et nous voulons vraiment attirer l'attention de la population pour qu'elle reste vigilante sur ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux et indiquer à la population que la Banque centrale a des voies indiquées pour faire passer ces informations, que ce soit à la télé, comme nous le faisons actuellement, dans les radios, dans les journaux officiels, dans les journaux privés. Nous avons des canaux par lesquels nous faisons passer des informations. Le site de la Banque centrale, merci beaucoup. Donc, toute autre information parue dans les réseaux sociaux, que le public sache que cela ne manque pas de la Banque centrale. Bien, mais comment faire la différence entre ces messages sur les réseaux sociaux, puisque ces messages également sont signés avec le site de la BCAO? Comment identifier ces messages-là comme des messages frauduleux par rapport à ceux qui circulent sur votre site? Aussi, c'est difficile de différencier ces messages puisque c'est signé, mais ce que nous voulons indiquer de façon claire, c'est que la Banque centrale, à ce jour, n'utilise pas les réseaux sociaux pour faire passer ces informations. Les voies de transmission des informations de la Banque centrale passent par la télé, les radios, les journaux. Les canaux que vous avez signalés tout à l'heure. C'est ça. Au-delà de ce communiqué, au-delà donc de la télévision, de vos différents réseaux, enfin, sites, radio, télévision et autres, est-ce que vous comptez engager des poursuites? Quelles précautions vous prenez? Des poursuites vont être engagées contre les auteurs de ces informations malveillantes? Qu'allez-vous faire? Effectivement, vous faites bien de poser la question. La Banque centrale se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices des actes de messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires qui ont cours légal dans les États membres de l'Union. Donc nous allons
effectivement engager des procédures judiciaires à l'encontre de ces auteurs et complices. Merci beaucoup, monsieur le directeur national de la BCA pour le Togo, monsieur Kossi. Témoin pour toutes ces précisions que vous apportez donc ce soir à propos justement donc de cette information frauduleuse qui circule sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur le directeur. Autre sujet évoqué ce soir, les auto-écoles, ces centres de formation à la conduite de véhicules et motos, on en compte une centaine à travers tout le pays, mais seulement 10 ont leur agrément. Injonction est faite aux autres établissements de se mettre en règle. 15 février, c'est le dernier délai. Pourquoi le gouvernement veut assainir ce milieu aujourd'hui? Quelles sont les conditions à remplir? Bon à savoir, Augustin Kossi. C'est une séance de formation dans un établissement privé d'enseignement de conduite de véhicules automobiles appelé auto-école. Michel est l'un des moniteurs qui encadre régulièrement ici les candidats au permis de conduire. Nous sommes arrivés lorsqu'ils sont en pleine théorie des disciplines instruites au programme. Les cours aujourd'hui, ça concerne le code de la route, l'ensemble des règlements qu'on en pratique sur la route, les comportements adaptés sur nos routes. Ces comportements, nous les apprenons aussi aux candidats. Et puis, la notion sur la mécanique, de manière à ce que l'usage qu'ils en feront avec le véhicule qu'ils utilisent, qu'ils leur donnent quand même une durée de vie. Et les gens n'arrivent plus à respecter le code de la route, et surtout quand il s'agit des deux roues, vous allez les voir qui sont en train de se faufiler entre les véhicules. Tout cela crée des accidents de la circulation. Et c'est en cela donc qu'il faut interpeller les auto-écoles. Ces établissements de formation des candidats au permis de conduire, on en distingue une centaine au Togo, dont seulement 10 ont leur agrément selon les ministères. Par souci du respect du cadre réglementaire de la sécurité routière dans l'espace UEMOA et eu égard aux différents examens du permis de conduire et surtout au nombre de morts liés aux accidents de circulation qui est de 501 en 2016, l'État togolais recommande aux exploitants des auto-écoles de se conformer à la législation en vigueur avant le 15 février 2017. Le cadre juridique qui, d'une part, régit l'ouverture et le fonctionnement de ces établissements d'enseignement à la conduite automobile oblige tout candidat au permis de conduire à suivre une formation préalable et vu les données que nous avons et constatant que le nombre d'accidents évolue, il faut que nous puissions également agir sur ça pour que la sécurité routière puisse s'améliorer dans notre pays. Et d'où le deuxième communiqué qui a été sorti le 12 janvier dernier, qui leur demande si au plus tard le 15 février, ils ne se conforment pas, alors là nous allons fermer les auto-écoles. L'agrément est obtenu pour une durée de 5 ans renouvelable et l'ouverture d'une auto-école est soumise à des critères bien définis. Vous déposez vos dossiers. Les dossiers techniques sont étudiés par le secrétariat technique que la direction des transports routiers et ferroviaires assure. Il étudie les dossiers et c'est lorsque techniquement le dossier technique est bon, nous saisissons la commission la commission d'agrément. Et cette commission organise des sorties. Ça là, c'est des visites de terrain. Depuis 2015, le Togo a élaboré un nouveau programme de monitoring dans toutes les catégories de permis de conduire. Un centre de formation et de perfectionnement est aussi attendu pour le permis professionnel dans les jours à venir. Un mot de l'actualité à l'étranger.
l'étranger, la Gambie, nous l'annoncions en titre, la Gambie avec le nouveau président toujours attendu à Banjul. Adama Barrow reste pour l'instant à Dakar pour des raisons de sécurité. Les forces de la CEDEAO, notamment sénégalaise, sécurisent le palais présidentiel. Quant à Yaya Jammeh, l'ex-chef de l'État, eh bien, il ne serait pas parti les poches vides. Regardez. C'est le défi des nouvelles autorités gambiennes qui déplorent ce lundi un pillage massif des caisses de l'État par l'ancien homme fort. La Gambie est en détresse financière. Les caisses sont pratiquement vides. C'est un état de fait. À titre indicatif, le président a pu retirer 500 millions de dalasi en 2 semaines. Soit 10,7 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. On nous a rapporté qu'un cargo tchadien embarquait des biens appartenant à l'ancien président Jammeh lors de son départ. Des objets de luxe, beaucoup de voitures et d'autres choses. Ce que nous comprenons, c'est que tout n'a pas été transporté. Nous allons veiller à ce que seuls les biens appartenant sans conteste au président puissent partir. Une volonté de reprise en main d'une part, 3 jours après l'exil négocié de Jammeh vers la Guinée équatoriale, et un démenti formel de l'autre d'un accord d'immunité le concernant, ainsi que sa famille et ses partisans. Le nouveau régime indique n'être lié par aucun document. Quant à Adama Barrow lui-même, il est toujours au Sénégal depuis son investiture jeudi. Aucune date n'est avancée pour son retour en Gambie, où la sécurité est encore jugée insuffisante. La CEDEAO, qui a déployé ses hommes dans la capitale et aux abords du palais présidentiel, a mis en garde contre une trop longue vacance du pouvoir. De l'heure, dans le reste de l'actualité de l'heure avec Aké, Togolais, Michel Française, les 2 artistes exposent leurs œuvres depuis le 18 janvier dernier. C'est Nyekonakwe qui constitue la vitrine de cette exposition et c'est là que je vous amène ce soir avec Ekwe Sala, Viviane Souvi et Christine Pétikialodé. Ici, dans la galerie Alain Fassier, les regards sont portés sur ces images. Il s'agit des chefs-d'œuvre de 2 artistes aux doigts de fée, Aké, éloquent sculpteur togolais, et Michel Gondebo, artiste peintre française. Ces tableaux de Michel sont peints dans une originalité qui s'inspire de ses voyages en Afrique. Quant aux statues d'Aké, ils sont faits à base de la paille et suscitent de l'admiration chez les visiteurs. Ces œuvres traduisent les richesses dont regorgent les forêts africaines en général et celles du Togo en particulier. Quand je touche la paille, je le façonne. Quand je touche la paille, je donne vie à la paille. Elle pleure, elle crie, elle chante de joie, elle hurle. Elle séduit les jolies femmes. Je crée l'eau sans savoir ce que je fais. Je donne de l'eau sans savoir ce que je fais. Mais quand tu me regardes, ça te parle. C'est la vie d'Aké. Je cherche avec les dessins ce que je ne peux pas dire avec la parole. Et c'est là où je suis vraiment en contact avec mon intériorité et avec le monde. Je travaille avec des choses très simples. Des matériaux, c'est du fusain, c'est-à-dire du charbon en quelque sorte, sur des matières de colle qui sont des colles de peau. J'apprécie beaucoup ce qui est là, surtout le choix des couleurs. On voit qu'on part sur des couleurs assez naturelles, c'est assez beau et c'est assez impressionnant. À travers cette exposition vente, la Fédération internationale des journalistes, éditeurs et écrivains francophones, FIGEF, veut refaire du quartier de Nyekonakwe une vitrine togolaise des expositions d'art. Nous avons voulu faire le lien entre le nord et le sud, exposer 2 artistes, l'un qui est togolais et l'autre française, qui ne se connaissaient pas avant, mais qui ont les mêmes originalités, qui retracent une même histoire. L'Afrique, l'esprit de la forêt. Aké Olokan et Michel Gondebo,
dans ce passage culturel, veulent alors exprimer la profondeur des mythes et mythologies des arts africains grâce à leur génie créateur. Cette exposition lancée ce 18 janvier va fermer ses portes le 5 février prochain. Autre destination, les terres Tamberman dans les villages du Batam Mariba pour cette initiation du fouet. Comment cela se fait? Eh bien, vous allez le voir. Pour rappel, eh bien, le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO à la découverte donc de l'initiation du fouet. Mireille Ali, Augustin Kossi. Ici, de quelconque rassemblement des jeunes gens, mais plutôt des jeunes Batamariba en pleine initiation. Ils reprennent leur souffle après une série de rites à travers lesquels ils ont été formés pendant plusieurs jours pour affronter les vicissitudes de la vie adulte. L'initiation des jeunes garçons du camp Bassoué, on l'appelle Dufouane. Dufouane du camp Bassoué, ceux qui portent les cornes. Veuillez faire, c'est eux qui fouettent. Les rites initiatiques des garçons, encore appelés Difouane ou Feyefé, marquent le passage des jeunes garçons de la classe des enfants à celle des adultes, et ce cycle initiatique commence dès l'âge de 14 ans. Les vieux prêtres, pour aller dans un lieu sacré, ils doivent tenir le fouet, après verser la boisson sur le poulet, ils doivent taper normalement le fouet là-bas dans le fétiche, en disant que non, si ce soir, si l'homme rentre dedans, il faut qu'ils savent feinter ces fouets. Et ça ne va jamais les attaquer. C'est pour plus nos aïeux. Chez nous, on se met nu pour que nos ancêtres qui nous ont devancés, celui qui est aujourd'hui l'initiateur de cette cérémonie d'initiation, puisse venir nous poser la main pour que demain nous ne tremblons pas devant nos collègues ou bien devant la société. Le jeune appelé à être initié doit arriver et débuter son étape initiatique proprement dite dans un état d'innocence et de pureté. La société très structurée des Tamberman réglemente les rapports entre les différentes classes d'âge suivant l'appartenance de l'individu. Jusqu'aux filles aussi, on fait ces cérémonies. Si la jeune fille, elle est saine, donc elle peut avoir le courage de son mari, le mari va la placer confiance. Le soir de l'initiation a lieu le rituel crucial, la flagellation, et elle est à son paroxysme. Quand ils prennent maintenant le fouet, c'est pour avoir le courage de se préparer à la guerre entre-temps. Aujourd'hui, si quelqu'un sort peu sain, il honore le nom de la famille. Le rituel de Difouane marque le début de la période initiatique qui dure 4 ans. Une fois la période de rituel passée, les jeunes initiés sont supposés capables de se marier. Et maintenant, c'est à ce temps qu'on donne un nom pour la famille. Après l'étape de la flagellation, s'ensuit la danse rituelle de Feyefé à laquelle participe le village. De par ses facultés ou maisons à tourelles en terre, ses forêts, ses sources, le Batamariba s'impose par ses rites initiatiques, symbole de son appartenance à sa société, une identité absolue dont il peut en être fier. Voilà, donc pour ce rite, un passage plutôt bien marqué.
Et à l'attention maintenant des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, des parents d'élèves et des étudiants. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a été saisi des informations circulant sur les réseaux sociaux qui font état du fait que les titulaires de licences obtenues dans les institutions privées d'enseignement supérieur sont priés de se rendre à la direction de l'enseignement supérieur pour la co-signation de leur diplôme. Il serait demandé le versement d'une somme à cette fin. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche informe les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, les parents d'élèves et les étudiants qu'aucune publication de ce genre n'a été faite par la direction de l'enseignement supérieur. Ces messages sont le fait des escrocs qui tentent de duper les honnêtes citoyens. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la population de ne pas donner suite à ces messages. Il recommande de prendre contact avec la direction de l'enseignement supérieur pour tout renseignement. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche remercie d'avance les promoteurs des institutions privées d'enseignement supérieur, les parents d'élèves et les étudiants pour toute l'attention dont ils feront preuve vis-à-vis du présent communiqué. Sport pour clore cette édition du volleyball, d'abord avec le premier festival mondial des centres. Les précisions avec Tien Piotba. À ce premier festival national de volleyball de centre d'excellence African Dream, 4 catégories d'âge ont compétit. 8 à 10 ans, 10 à 12, 12 à 14 et 14 à 16 ans. La phase des éliminatoires terminée, celle de finale. Ultime étape pour les trios de Dapan. Voilà, un petit souci avec ce sujet de volleyball sur lequel nous reviendrons plus tard dans nos prochaines éditions. Enfin, la CAN Gabon 2017, le groupe B a livré son verdict. Les qualifiés sont pour les quarts de finale sont la Tunisie et le Sénégal. Les Aigles de Carthage, vous l'avez suivi en direct, de la Tunisie ont dominé les Warriors du Zimbabwe 4-2 et ce sont donc les Sénégalais et Algériens qui se qualifient donc dans ce groupe sénégalais et algérien qui ont fait jeu égal 2 buts partout, score qui qualifie donc les Lions de la Teranga. Donc les qualifiés, eh bien c'est la Tunisie donc et le Sénégal. À suivre demain, Togo, RDC, les éperviers qui ont besoin d'une victoire pour espérer se qualifier pour les quarts de finale comme il y a 2 ans en Afrique du Sud. L'autre match, c'est la Côte d'Ivoire et le Maroc à suivre toujours en direct et en intégralité sur notre antenne, la télévision togolaise. Fin de cette édition, je vous souhaite une très belle soirée.